Merci. Ben Ali n'a pas perdu son temps. Moins d'un mois après, le 7 novembre, à 2 heures du matin, il a convoqué 7 médecins, non pas pour examiner le malade, Bourguiba, mais il les avait convoqués au ministère de l'Intérieur. Il les avait obligés à signer un certificat médical déclarant que Bourguiba était inapte à exercer les hautes charges de la présidence. Et donc, il s'était auto-proclamé président de la République. Le journal Le Monde avait alors parlé de complot médical. Qui est M. Ben Ali? M. Ben Ali n'est pas un homme politique. M. Ben Ali est un militaire. Le problème de la garde à vue est très sérieux parce qu'en novembre 87, le gouvernement avait modifié la législation supposément pour apporter des meilleures protections aux individus et c'est là qu'on avait fixé un délai maximum de 10 jours. Or, dans les faits, ce délai de 10 jours n'est jamais respecté. Ça va jusqu'à 5 mois et pour montrer face au monde, face à l'opinion publique que la Tunisie respecte cette législation, on falsifie les dates d'arrestation sur les procès-verbaux des polices. Donc, ce qu'on peut voir sur les procès-verbaux, ce sont des durées de 10, 15, 20, 30 jours, peut-être, alors que ces personnes-là ont été détenues pendant 5 mois. La crise de la Tunisie est d'abord politique, mais également sociale et culturelle. Le peuple tunisien a toujours combattu pour préserver son identité arabo-musulmane. Mais les hommes au pouvoir ferment les mosquées et exercent un contrôle sur tout ce qui concerne la religion. Le jeune Tayeb Kamassi trouve la mort lorsqu'un policier lui tire dessus devant une mosquée parce qu'il distribuait des textes religieux. Par la suite, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. العنف لم يكن حدثا عابرا في تاريخ الرجل. La violence n'était pas un événement passager dans la vie de Ben Ali, mais plutôt sa vie elle-même. Toute son histoire n'était pas celle d'un homme de pensée ou de culture, mais plutôt celle d'un homme de renseignement. Ceux qui sont qualifiés d'extrémistes n'ont pas manqué une occasion, depuis que Bourguiba a amorcé son orientation vers la démocratie, de cogner à la porte de la loi et d'assurer qu'ils sont prêts à travailler dans le cadre de cette loi et de faire de grandes concessions, y compris de perdre leur nom dans le but d'y parvenir. Mais en réalité, le combat est avec un pouvoir policier, totalitaire et dictateur qui n'a pas de base populaire. Cette base est jeune et privée et revendique plus de démocratie, comme tous les peuples aujourd'hui. La répression en Tunisie est une situation générale de la conduite du pouvoir, au point où la sécurité n'est plus une des fonctions de l'État. L'État est devenu une institution sécuritaire, et celui qui gouverne reflète dans tous les cas sa formation et son état psychique sur le peuple et sur l'État. Et un fait qui est intéressant à constater, c'est que parmi les personnes qui avaient été arrêtées avant janvier 91, plusieurs ont par la suite été relâchées sans qu'aucune inculpation ne soit jamais portée contre elles. Donc, elles ont été détenues en garde à vue pendant 3-4 mois et relâchées sans qu'on les ait jamais accusées de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a eu des morts lors des gardes à vue? Oui, Amnesty a noté au moins 7 cas de personnes mortes pendant qu'elles étaient en garde à vue. Le gouvernement nie souvent que ces personnes-là aient été détenues au moment de la mort, mais il y a des rapports médicaux de médecins indépendants qui prouvent que soit que les blessures dont elles sont mortes ont vraiment été provoquées sous la torture ou que la personne était effectivement emprisonnée au moment de la mort. Donc la torture a soit hâté la mort ou carrément occasionné la mort.
Les idées, Monsieur le Président, ce n'est pas à vous que je veux le dire, ne peuvent pas être combattues. Même les idées, surtout les idées islamistes, qui se réclament d'une vision spirituelle et civilisationnelle. Ces idées-là et les autres ne peuvent pas être combattues par le bâton, par la répression, par le massacre. Elles ne peuvent être, non pas combattues, mais contrées que par des idées égales ou supérieures. C'est que M. Ben Ali est le meilleur allié, non pas de la Nahda, le meilleur allié des extrémistes, des inconnus qui apparaissent ou qui apparaîtront demain et qui peuvent faire entrer la Tunisie dans une étape de turbulence, d'instabilité et dans l'inconnu. Cette agitation voit le jour pendant une réunion d'étudiants le 8 mai 1990. La police tire sur les étudiants en plein campus universitaire. 5 d'entre eux tombent sous les balles. Pendant que la presse mondiale relate les atteintes aux droits de la personne en Tunisie, le journal du parti au pouvoir, Le Renouveau, parle de nouveaux acquis. Un jour, ils ont poursuivi des étudiants universitaires. Ils ont tué 5 étudiants dans l'université. Ça n'était jamais arrivé, même dans l'époque coloniale. S'il y a un problème qui concerne la Tunisie, ils ne vont pas consulter les Tunisiens, non. Ils vont consulter Monsieur Untel. Suite à ce massacre, plusieurs manifestations ont lieu devant les ambassades tunisiennes à l'étranger. Paris, Ottawa, Washington et plusieurs autres. إن الذي يميز تونس أيها السادة عن الأنظمة التي سادت في رومانيا وفي أوروبا الشرقية. Ce qui distingue la Tunisie, messieurs, par rapport au régime qui gouverne en Roumanie, en Europe de l'Est et dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine, ce n'est pas le degré de la répression, car la répression en Tunisie aujourd'hui n'a pas de pareil dans n'importe quel pays arabe. Mais ce qui distingue la Tunisie est que cette répression est enveloppée de slogans en faveur des droits de la personne et de la démocratie. Une autre chose qui m'attriste énormément et qui augmente nos malheurs à nous, Tunisiens, comme l'a dit Raouf, ce n'est pas seulement que notre peuple subit la plus grande répression, dont aucun autre peuple n'a pu être confronté. Je ne sais si c'est l'impuissance des Tunisiens ou par quel autre secret, mais nous n'avons pu faire parvenir les cris, la souffrance et les peines du peuple tunisien au monde entier. C'est ce qui nous attriste le plus. Est-ce dû à notre impuissance réellement, ou plutôt y a-t-il une protection internationale pour la répression en Tunisie et pour ceux qui pratiquent cette répression? L'Union générale tunisienne des étudiants, qui représente 90% des conseils d'université, est démantelée par le gouvernement. Ces militants sont arrêtés et plusieurs d'entre eux envoyés en plein désert de Kébéli. L'instigateur de tout cela n'est autre que le ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Charfi, la bête noire des étudiants. Je crois que les démocrates occidentaux ne nous comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont contents de trouver un reproche à faire à un pays qui se modernise comme la Tunisie, alors ils le font.
Mais s'ils étaient eux, si les démocrates occidentaux étaient menacés dans leur pays d'un retour au Moyen-Âge, d'un retour au châtiment corporel, d'un retour à l'esclavage de la femme, ils nous comprendraient beaucoup mieux. Du fait que ces personnes sont détenues, ce qu'on appelle incommunicado, donc elles n'ont aucun contact avec le monde extérieur, ça donne libre place à une torture très brutale. Et même s'ils se disent en principe contre la torture, dans les faits, le gouvernement tunisien n'a rien fait pour mener des enquêtes sur les cas de torture qui lui ont été rapportés, entre autres, par Amnesty. Et il ne semble pas non plus vouloir donner des directives claires à ses fonctionnaires pour empêcher que ceux-ci utilisent la torture, ni même poursuivre les responsables, les tortionnaires. Il n'y a eu aucun procès, ou du moins uniquement quelques cas isolés, peut-être de fonctionnaires à qui on aurait reproché la torture, mais de façon générale, c'est fait en toute impunité. L'économie tunisienne souffre en général d'irrationalité de projets de développement. Les régions les plus riches en termes de ressources et les défavorisées bénéficient du taux le plus faible d'investissement. Les investissements sont orientés aux secteurs les plus risqués et les moins rentables à court et à long terme, tels que le tourisme et le secteur des services. La balance de paiement enregistre un déficit très lourd et continu. L'un des rêves précieux aujourd'hui de la jeunesse tunisienne est de sortir vers cette Europe qui offre, à travers la publicité, à travers ce qu'on voit dans la programmation de télévision, qui offre le paradis recherché. Donc, des milliers et des milliers de jeunes Tunisiens rôdent en Europe à la recherche du paradis perdu. Des milliers et des milliers d'exilés économiques en Europe qui subissent, d'un autre côté, le racisme, qui subissent le chômage, qui subissent la perdition en Europe. Une des franges de cette génération tunisienne a choisi, comme dans d'autres pays arabes, a choisi le retour vers les sources, le retour vers les mosquées, pour retrouver un certain équilibre à cette agression au quotidien, agression culturelle au quotidien. Ce retour, donc, et l'existence d'un courant islamiste aujourd'hui en Tunisie, comme dans d'autres pays arabes, est une nécessité. What I believe is the case is that when the economy, when you have young people, Je crois qu'il est vrai que quand vous avez des jeunes qui n'ont pas de travail, ces gens sont une bonne cible pour que d'autres gens leur donnent une idéologie qui résoudra tous leurs problèmes. J'aimerais entendre, par exemple, des islamistes, des commentaires sur un programme économique qui sortirait la Tunisie et les jeunes qui n'ont pas d'emploi du cercle du chômage. Tunisia out and the young people of Tunisia who are unemployed to get out of the circle of unemployment. Est-ce que les islamistes ont des solutions économiques? Je dis souvent que peut-être ils en ont. Qu'est-ce que c'est? Ils prennent de la seule réserve qui n'est pas vide dans le monde arabe. Et qu'est-ce que cette réserve? La mobilisation sociale. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire de mieux que n'importe quelle autre force politique dans le monde arabe. Ils peuvent reconnecter l'individu avec l'État, et ça, c'est beaucoup. C'est très important. L'élite tunisienne